Yorana Muitato. Oveiaou. Pour ceux qui ne font pas de tahitien, qui suis-je? Issu de milieux socio-économiques dits défavorisés, de zones rurales, côte est, de Paris, Fenua Echere, côte sauvage, Fanauhiet Faré. Je suis donc, ma langue maternelle est le tahitien et j'ai appris le français comme beaucoup dans la langue maternelle tahitien à l'école, en maternelle. Scolarité élémentaire à Tautira, collège à Trava, lycée à Papeete, études supérieures à Michel de Montaigne à Bordeaux 3. Donc, langue maternelle, voilà, langue de scolarisation français et langue d'études, études supérieures, je disais, langue et civilisation de langue orientale et précisément le japonais. Je sors avec une maîtrise de japonais et mon parcours professionnel, 2001, titulaire du CAPES de tahitien lettres, préparé ici à l'UFM, ex-UFM, 4 ans au collège de Papara avec une année de lycée, ensuite une année à FAA, en ZEP, en mi-temps partagé. Et ensuite, formatrice en première année, premier degré ici, pendant 5 ans, formée sur le tard par des conseillers pédagogiques régionaux, départementaux, sur les démarches pédagogiques propres aux primaires, et maternelle et primaire. Maternelle était encore plus intéressant. Ensuite, depuis la réforme de la masterisation en 2010, j'intègre uniquement mon service à l'UPF. Et depuis 2012, je suis effectivement doctorante, 2013, pardon. Et ma thèse est co-dirigée par Marie Salin, que nous avons entendu hier dans une capsule, comme dit Bruno, et Bernard Rigaud, qui est à l'UNC. C'est au titre de cette expérience de formatrice, de praticienne, formatrice et de chercheur en devenir que l'objet de ma recherche devient pertinente à mon sens. Et l'enseignement du tahitien dans le second degré. Second degré pour 2 raisons essentielles. La première, elle est évidente puisque c'est ma formation initiale. Et second degré parce que c'est un sujet inédit. Beaucoup de travaux ont été réalisés sur le premier niveau, le premier degré. Et donc, voilà pourquoi je me suis intéressée à ce niveau. La présentation qui suit entre dans le cadre d'une thèse qui s'intitule « L'enseignement du tahitien dans le second degré aujourd'hui à Tahiti entre tension pédagogique et ambivalence culturelle ». Il s'agit en effet d'appréhender la continuité entre le premier degré et le second degré, appréhender la continuité et les ruptures de cet enseignement, et en resserrant le champ des investigations, pour reprendre l'expression de Marie, dans le domaine des sciences de l'éducation, en définissant ce que sont les tensions pédagogiques et en resserrant dans le domaine de l'anthropologie sociale et culturelle, en justifiant la notion d'ambivalence culturelle, sur laquelle je vais aller très vite puisque c'est sur la première définition que nous allons nous attarder. Quelles sont les tensions pédagogiques? Premier exemple, parce qu'il y en a plusieurs. Premier exemple, désolée, je lis un petit peu mes notes. Tension, parce qu'évidemment, la définition, c'est ce qui menace de rompre, c'est les heurts, les conflits symboliques, et qui peuvent être nombreux dans cette question de l'enseignement des LCP. Et surtout, cette notion est fortement corrélée à d'autres dimensions et d'autres notions aussi, comme la notion de curriculum de Forquin, la notion aussi de transposition didactique, pour ceux qui connaissent Chevalat, Pernoud. Est-ce que, par exemple, le savoir savant extrait de littérature, de sciences économiques, etc., comment est-il transformé en savoir enseigné? Et plus concrètement, par exemple, est-ce que l'histoire coloniale fait de rapports de force est enseignée?
Et comment est-elle enseignée, c'est-à-dire de quelle manière, côté dominant, côté dominé. Donc ce sont des questions un peu compliquées et donc forcément délicates. Et donc transposition didactique, comment est transformé ce savoir, de quelle manière, et comment surtout est-ce qu'il est perçu par l'élève. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple de tension pédagogique dans un climat scolaire, c'est-à-dire le rapport avec le public que nous avons en classe de tahitien, et la plupart, globalement, issus de milieux défavorisés. Et donc, il est intéressant de faire le lien ou de nous interroger sur ce rapport du climat et des conditions matérielles de vie de ces enfants défavorisés et l'enseignement du tahitien peut faire quelque chose. Enfin, troisième exemple, parmi ces tensions pédagogiques se trouve la question cruciale de l'orientation vers le tahitien en quatrième. Sujet délicat parce que on oriente, on pousse, on invite, tout ça entre guillemets, un élève présupposé en difficulté d'apprentissage sur la base donc de ses mauvais résultats. Mauvais résultats, ça veut dire évaluation notée, chiffrée, dans les 3 trimestres. Et ce dernier est principalement orienté dans cette classe en dépit d'un autre choix. C'est-à-dire qu'il aurait pu aller en espagnol, mais on dit non, tu ne peux pas, non, comme tu n'es pas très très bon, on te propose d'aller en tahitien. Peut-être que parmi vous, il y a des témoignages, et je vais vous faire écouter tout à l'heure finalement quelque chose qui n'est pas dit, qui ne se retrouve pas toujours dans les graphiques, mais que l'on entend souvent. Et c'est dans cet ordre-là, c'est cette question-là qui m'a préoccupée, interpellée, et qui va être le sujet de ma communication. Et pour la notion d'ambivalence culturelle, rapidement, c'est une notion qui s'installe dans le courant intellectuel dit des post-colonial studies. Alors, je vais un petit peu vite, en raccourci. Ces intellectuels ont pour souci de saper l'autorité du discours occidental et d'étudier et d'encourager toute forme de résistance à la domination. Ça, c'est une citation de Hobi Bhabha, qui est un théoricien qui a amené le plus loin qui a une théorisation la plus avancée de ces post-colonial studies. Et donc, oui, c'est ça, la question, parce que j'ai dit que c'était raccourci, que souhaite la société polynésienne in fine? De quoi s'agit-il? Tout à l'heure, j'ai parlé de contextualisation, de contexte personnel qui est important, je vais l'expliquer plus loin, c'est-à-dire de vous raconter d'où je viens. Et puis ici, je vais contextualiser politiquement, etc. Notre perspective de recherche, elle repose d'abord sur le paradoxe que le sociolinguiste qui est très connu ici, Jacques Vernaudan, mais qui est aussi qui travaille souvent avec Miros Paya qui est là, sur le paradoxe qui repose sur le paradoxe, toujours l'écart, la contradiction entre ce statut prestigieux récemment du tahitien depuis les années 1970 et la réalité de la transmission. Je vais un peu vite peut-être parce que vous avez certainement évoqué ce cadre-là dans les précédentes présentations, je ne sais pas, mais toujours est-il que cette thèse s'inscrit dans le prolongement de ces travaux. Et l'idée essentielle, c'est le contexte est défini par un large consensus politique et social dont bénéficie cet enseignement du LCP. Et à côté de ça, la difficulté de cet enseignement de trouver sa place dans l'espace scolaire. Ainsi, dans un contexte post-colonial, donc bien que post-colonial, les politiques éducatives et linguistiques sont plutôt volontaristes depuis 1970. On a ici 3 exemples.
la création des différentes académies depuis 1974, Académie tahitienne, marquisienne, Pomtou et récemment mangarivienne. Ça participe de cette valorisation. La charte de l'éducation de 2016, vous êtes à l'ESP, donc peut-être que vous êtes bien plus au courant, en tout cas qui prône la réussite de tous les élèves grâce au développement des compétences linguistiques qui passent par le français, la LCP et une langue étrangère. Donc, plurilinguisme est un atout important de la charte de 2016. Et puis, au niveau national, c'est la loi d'orientation de programmation pour la refondation de l'école de la République de juillet 2013, qui là aussi valorise les langues et cultures régionales parce que ces langues contribuent à faire vivre la diversité linguistique de la société française. La conséquence de cette contradiction, de ce paradoxe, c'est le report sur l'école de cette charge de transmission de la langue tahitienne. C'est là le point de départ, c'est là le prétexte de mes entretiens. C'est ça. Donc, pourquoi cette communication ? Je disais tout à l'heure, cette conséquence nous a amené à nous interroger sur ce que pensent les acteurs de l'enseignement et de l'apprentissage du tahitien sur la place de ce qu'ils sont en train de cet enseignement de langue polynésienne. Leur avis, leur représentation de cette discipline scolaire, si c'en est une, si cette discipline a vraiment le statut de discipline scolaire selon Chervel. Qu'en pense-t-il? Et parmi toutes les thématiques abordées, j'avais dit tout à l'heure la question cruciale de l'orientation vers la LV2. Pourquoi c'est une phase déterminante, cette question d'orientation? Eh bien parce que en quatrième, en adolescence, c'est déterminant parce que finalement on est catalogué. On est catalogué si on prend une série générale ou technologique ou professionnelle. Et donc tout peut venir de l'enseignement. Le point de départ peut être cette orientation, la guerre des options aussi, on parle de ça en quatrième. Et donc c'est déterminant pour plus tard. Et donc que pensent ces acteurs à ce moment-là quand on leur demande « Vous avez choisi tahitien délibérément ou vous avez choisi espagnol? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans cette orientation ?» Et donc cette communication nous aide à comprendre ce paradoxe dont je parlais tout à l'heure, et cette communication vise à restituer une partie des résultats de ces entretiens. Et donc l'hypothèse était d'abord adossée à ma propre expérience, comme je vous ai donné tout à l'heure le contexte personnel, et puis l'orientation, en gros, l'hypothèse que j'avance, c'est on oriente vers la LV2 et cette classe de LV2 tahitien devient un creuset pour les élèves en difficulté. Est-ce que c'est une discrimination? Est-ce que ce n'est pas une forme de discrimination par la discipline? Et même, je suis allée un peu loin peut-être, hein, vous allez en parler tout à l'heure, j'ai utilisé le terme de ghettoisation scolaire. Est-ce que ça ne va pas jusque-là? Par le tahitien. Donc la problématisation... donc, je parle de ghettoisation, de discrimination, parce que ça peut aller loin. Vous allez entendre tout à l'heure les témoignages. Est-ce que l'enseignant, est-ce que finalement le rôle de l'enseignant de la SCP ne va pas participer à mettre cet élève sur une voie de décrochage ou de peut-être d'échec scolaire à cause de cette orientation mal orientée, mal adaptée? Donc la problématique concerne évidemment le rôle de ces enseignants, des pairs-dires, c'est-à-dire des chefs d'établissement dans cette orientation, sous forme de questions. En tout cas, ça pose la question de la hiérarchie des disciplines et de la place de ces disciplines dans les représentations des élèves, au conseil de classe et au sein de l'établissement. Voilà ce que je voulais dire sur la problématique et les hypothèses. Je rappelle rapidement les enjeux. Les articles de Marie Salin, de Jacques Vernaudon, de Mirose aussi, traitent largement des raisons d'enseigner le tahitien, qui sont patrimoniales. Évidemment, il faut sauver la culture polynésienne qui va se démarquer. C'est un héritage un héritage patrimonial
et politique parce qu'il faut réparer les torts de la colonisation. Par exemple, les langues interdites de la période coloniale. Et puis, un enjeu nouveau et pédagogique, puisqu'on prétend que l'enseignement du tahitien peut lutter contre l'échec scolaire. Et la nouveauté de la rentrée 2016 a été une initiative de la ministre locale de proposer 12 professeurs des écoles au sein des établissements secondaires pour venir en aide à des élèves en difficulté scolaire. Mais la difficulté pour nous, dans le cadre de la thèse, c'est d'expliquer la complexité de poursuivre ces enjeux en même temps, simultanément. De quelle manière est-ce que nous avons procédé? Je vais aller rapide parce qu'il me reste 5 minutes, mais vous aurez la possibilité de lire, d'avoir cette communication et même le PowerPoint. L'entretien est basé sur une recherche qualitative qu'on appelle aussi l'entretien compréhensif. Rapidement, c'est sur des entretiens avec un guide d'entretien précis pour chaque acteur, c'est-à-dire apprenant, enseignant et chef d'établissement, à qui on a posé un certain nombre de questions. Et l'idée qu'il faut retenir, c'est que pour construire la posture du chercheur, que je suis en devenir, nous avons tenu au conditionnellement culturel, personnel, social, tout ça, ça participe de cette compréhension des entretiens, de l'analyse que nous allons faire des entretiens à partir de ces élèves. Donc on appelle ça une démarche subjective, ou avec des limites de cette approche. Vous allez aussi m'interroger peut-être là-dessus. Et ces entretiens visent 2 niveaux de théorisation. Modélisation sociétale, ça veut dire on va affiner la compréhension de cet élément, c'est-à-dire de l'enseignement, et puis théorique, parce que peut-être qu'il va y avoir un nouveau paradigme, de nouvelles théories, un nouveau modèle à partir de ça. Le protocole est celui que beaucoup utilisent: anonymat, confidentialité, autonomie, absence de jugement, naïveté. Des guides d'entretien, j'en ai dit. J'ai récolté des statistiques et des histogrammes. Et ici, ce qui est important, c'est la représentativité de l'échantillon, puisque nous avons 6 collèges que nous avons pris côte est, côte ouest, urbain, périurbain et rural. Un certain début de l'interview, décembre 2013 et avril 2015, parité filles-garçons, enseignants titularisés, capétiens plutôt. Difficulté, oui, ça c'est important, difficulté de la collecte du corpus. Chef d'établissement peu disponible, pas d'autorisation officielle, pas d'archives à la DES, obligation presque de harceler les collègues qui voulaient bien être interviewés, parce que comme ils n'avaient pas d'autorisation officielle, ils n'ont pas osé accepter le fait de se livrer sur la pratique, etc. Et je me suis donc demandé pourquoi tant de contraintes et en quoi cette enquête dérange. Voici une des premières questions que nous avons. Une des questions que nous avons demandées aux élèves. Rapidement sur l'axe, ici je disais tout à l'heure le classement des établissements et l'axe des ordonnées en pourcentage. On remarque les colonnes roses et rouges qui correspondent à l'utilisation du français en bleu et du tahitien en rouge. On remarque que l'écart entre les deux est fin et minime. Ça peut expliquer, toujours avec, comment dit-on, toujours avec une réserve, une pondération, parce que c'est sur du déclaratif. À chaque fois que nous analysons nos tableaux, nous avons en tête cette réserve qu'il faut avoir. Il faut que je vous dise l'essentiel. Donc, en masse, les élèves se pensent bilingues, se déclarent bilingues. Est-ce que je dis quelque chose? Vous allez certainement me poser des questions. Voilà, ah oui, ça confirme les travaux de mes prédécesseurs.
parler au collège, voilà ce qui est intéressant dans ce graphique en bleu, c'est le français qui domine, évidemment. Le tahitien que urbain est ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se demander, on pourrait s'imaginer que le tahitien va se retrouver davantage en milieu rural. Eh bien, non, c'est pas ça. Ce qui est intéressant aussi ici, merci pour le qui me stresse, je ne sais plus ce que je dis. Oui, je voulais dire ici, lycée 2, c'est celui-là, lycée 2. Dans les déclarations, vous voyez bien que les élèves déclarent massivement parler français, mais ici, en particulier, les élèves déclarent ne pas parler tahitien pour des raisons bien précises. Non, ils ne veulent pas parler tahitien parce qu'ils se sentent inférieurs. C'est une langue de la honte, ça on a beaucoup entendu. C'est une langue de la honte, c'est une langue de dégoût, c'est aussi une langue. Alors, cette idée de se sentir inférieur, donc on ne veut pas parler, ça c'est important. On va peut-être développer plus tard. Cette idée aussi du sentiment ambigu de la transmission des langues. Ce pic peut être interprété parce qu'ils disent les deux langues, les deux mélangées. Alors, est-ce que c'est code mixing, code switching? That is the question. Et vite, l'antécédent, je passe rapidement. C'est ce graphique que je vous dis. Dans les colonnes bleues, on voit que les élèves affirment massivement, déclarent massivement un choix personnel du tahitien. Cette simple paraphrase vient contrecarrer notre hypothèse de départ. Comme quoi le tahitien était un vivier de mauvais élèves. Qu'est-ce qui peut motiver le choix de ces élèves? 3 grandes raisons principales: le goût de la langue, donc l'identité, la revendication identitaire, la revendication patrimoniale et des choix stratégiques. Beaucoup disent c'est pour avoir des points au DNB, c'est pour avoir des points au niveau du bac. Et on observe la colonne mauve, qui est la colonne de l'équipe du choix par l'équipe pédagogique. Et donc, j'ai un extrait. Il n'est plus. Il n'y est plus. J'avais un extrait, je ne sais pas pourquoi. Bon. J'avais un extrait qui relate. Alors, vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit souci. L'enseignant disait, c'est la langue. Si on met l'enfant en classe de réo, c'est parce que c'est un enfant faible. Donc, moi, je ne vais pas mettre mon enfant. Je ne vais pas le mettre en classe de réo parce que je sais que c'est un concentré d'enfants en difficulté. Je ne vais pas le faire. Alors, par contre, rapidement, celle-ci, c'est juste une comparaison avec l'espagnol. Beaucoup d'enfants prennent aussi, évidemment, l'espagnol. Peut-être on a le temps pour une audio de 2 minutes. Non. Eh bien, tant pis. L'audio de 2 minutes qui raconte ça, c'est pour résumer la frustration des élèves qui veulent aller en espagnol, mais ils ne peuvent pas aller pour des raisons X. Ils disent, par exemple, on a pensé que ça sera dur pour moi, donc il ne peut pas penser, on décide pour lui. Frustration, déception, voilà, est-ce qu'il y a une forme de déterminisme? Cette diapo, on est dans le monde de la confidence. L'enseignant dit, franchement, c'est une question, c'est l'impact du chef d'établissement. Si le chef d'établissement est avec nous, tous les projets sont bons. S'il n'est pas avec nous, débrouillez-vous. En gros, c'est ça. Le scan du principal est très intéressant parce que ça en dit long sur la motivation des chefs d'établissement qui sont plutôt expatriés. Et là, il le dit clairement, je finis ma 4e année, honnêtement, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ça. Réflexion sur l'apprentissage. Je me suis contentée de reprendre ce qui se faisait dans l'établissement à dessein parce que l'apprentissage est un point sensible pour les enjeux politiques forts. Je ne suis pas sûre que mon témoignage soit pertinent. Et enfin, conclusion, quand on demande aux élèves, tu penses quoi de l'avenir du tahitien? Ils répondent, est-ce que tu penses que les élèves vont continuer à parler tahitien ou pas?
Non, il n'y a que pas à l'école qu'on parle tahitien. Au cours de tahitien, à la maison, c'est rare. Ça veut dire que le cours de Reo Tahiti va être le dernier bastion de l'enseignement. Donc, en conclusion, non, mais c'était à conclusion, c'est l'enseignant de LCP a un rôle social à jouer. Il peut influencer en bien ou en mal et jouer un rôle très important dans les représentations positives. Marut Farora Mayarana. Voilà, donc nous avons 5 minutes pour les questions. Donc, je vous laisse la parole. Oui. Merci pour la communication. J'ai été surprise quand même par un des graphiques où on voyait 98% des élèves qui parlaient donc tahitien à la maison. Et qui paraissait donc un élément quand même un peu surprenant. Et ça correspond à quel lycée ou à quel collège? Est-ce que tu te rappelles? Alors 90, tu parles de ça, oui. Par exemple lycée, donc c'est anonyme, hein, anonyme, je ne peux pas dire où c'est, mais la question, enfin si j'ai bien compris la question, c'est au niveau des pourcentages. Oui, pourquoi c'est aussi élevé? Oui. C'est aussi élevé parce que, comme partout, ils parlent plus français. Alors ça ne change pas que ça soit plus urbain que rural. C'est-à-dire que... Ah oui, alors c'est pas, oui, ça change bien. Ce qui est important, c'est l'écart entre tahitien et français à chaque fois. Parce que là, en fait, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le tahitien est plus important. Mais on peut expliquer les colonnes rouges qui sont supérieures au bleu par le fait de l'effet complaisance. C'est-à-dire, comme tu es le prof en tahitien, je vais te faire plaisir et je vais te dire, je parle tahitien à la maison. Oui, vous voyez? Alors, la réponse à ta question, c'est qu'il faut pondérer. Ce ne sont que des chiffres. C'est du déclaratif. C'est un outil pour voir les tendances. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas... Voilà, ça part d'entretien, de questionnaire, c'est pas pointu. Oui, voilà, et cette dimension de faire plaisir à c'est ça, c'est l'effet de complaisance. Oui, je voulais revenir sur la question de l'orientation. Je voudrais souligner, enfin je suis sûr que tu le sais, mais peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le collège en France, dans le système éducatif français, c'est précisément le niveau, on va dire, dans le cursus scolaire où la production d'inégalités est la plus flagrante. Et un des mécanismes, c'est précisément ces histoires d'orientation. Alors parce que tu parlais de responsabilité des enseignants, mais je voudrais juste souligner que il ne faut pas tellement incriminer les enseignants dans le sens où quand ils essayent d'orienter les élèves, en général, ils essayent de le faire pour leur bien. Hein. C'est plutôt des effets structuraux du système tel qu'il existe, où en fait, voilà, il y a des options, et donc par le jeu des options, eh bien, il y a des acteurs qui essayent de... Oui. Oui, merci de cette remarque parce que je l'avais mise aussi dans la com. Effectivement, l'idée, c'est pas de dire c'est de votre faute, les enseignants, hein, bien sûr, ils sont pris dans le système, bien sûr. Et puis, je disais aussi, j'avais écrit aussi, l'argument de ces enseignants, c'est finalement, quelque part, c'est de la bienveillance, c'est-à-dire, on se dit, comme tu es un petit peu en difficulté, on pense que faire du tahitien, tu auras au moins cette charge. C'est un peu cette idée-là. Mais après, ça a un effet de boomerang, un effet pervers. Parce que, comme je l'ai expliqué, et en réalité, ma conclusion n'était pas faite parce que j'arrive sur les enseignants, c'est-à-dire que peut-être que l'enseignant, il renferme en lui-même le paradoxe de départ. C'est-à-dire, il est pris entre valoriser la langue et puis l'institution, il faut les diriger à un endroit. Et puis, même si la LCP peut paraître la voie de garage, il est pris dans cette structure. Donc peut-être il porte en lui le paradoxe. Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est que, si personne d'autre a une question, mais tu n'as pas eu le temps de parler vraiment du rôle des parents, en particulier dans l'orientation, hein, parce que c'est vrai que on oublie souvent qu'en fait,
les décisions d'orientation sont des propositions auxquelles les parents peuvent s'opposer, etc. Donc il y a un rôle des parents qui serait vraiment intéressant d'essayer peut-être d'étudier, de creuser. Oui, De voir tout un à peu fait. pourquoi ils acceptent finalement, parce qu'il y a un certain nombre de parents qui vont dire bah non, moi je veux pas que mon enfant aille dans telle option, etc. Oui, merci aussi pour cette remarque parce que, pareil, bien sûr, l'influence des parents est importante et que ça aussi, c'est un autre domaine de recherche, mais effectivement, ça influe aussi sur le devenir de l'enfant, de l'élève. Yorana Tatopourwa, Yorana Louvaina, dont je suis agréablement surprise du travail que tu mènes parce qu'on n'était pas au courant et donc là, ça y est, on est complètement dans ce que tu fais. En revanche, j'ai noté qu'il y avait des manques, notamment au niveau de la superstructure qui entoure l'enseignement du tahitien, à savoir il y a les enseignants, il y a les élèves, il y a les familles, à travers les parents, mais qu'en est-il des gens qui suivent les enseignants? C'est-à-dire, je veux parler du vice-rectorat, de la DG2E, quels sont les personnels affectés à l'inspection, par exemple, parce que l'enseignement du tahitien fait partie de tout ça, hein, et donc je n'ai pas trouvé ça, peut-être qu'il faut, parce que tu n'as pas le temps, et puis c'est orienté aussi, je dis, voilà. Oui. Mais n'empêche que la question demeure, si on compare l'enseignement du tahitien au niveau des superstructures, l'enseignement du français et des langues comme l'anglais et l'espagnol, je suis sûre qu'il y a une inégalité de traitement, parce que je sais comment ça marche au vice-rectorat, je peux me tromper, hein. Il y a ça, c'est une chose, hein, que tu ne le traites pas, mais je pense que ça va revenir. Hein. L'autre point, c'est, on parle tahitien, on parle français, les élèves, mais quel français, quel tahitien? Ça aussi, on ne voit pas trop la qualité ou la maîtrise du tahitien, parce que finalement, c'est quoi? C'est le tahitien communicatif entre élèves, le langage des jeunes, ou est-ce qu'il y a une attente du contenu de ce que les élèves sont capables de dire, et en tahitien et en français? Est-ce qu'on peut comparer ça? Et ça pourrait être intéressant à étudier aussi. Oui, merci aussi de cette remarque parce que j'ai retrouvé un diapo. C'est celle-ci. Hein? Évidemment, la faiblesse de cet histogramme ou de cet entretien ou de cette question prend en compte le niveau de maîtrise de chacune des langues. Et c'est compliqué parce qu'il déclare tahitien, mais comme je disais l'autre jour, il déclare tahitien, mais la phrase est en français. Et il déclare parler français, mais dans la phrase, finalement, la syntaxe est en tahitien. Donc, ils sont entre les deux. Hein. C'est compliqué dans un entretien de leur demander, on ne peut pas faire d'évaluation tout de suite. Je parlais tout à l'heure des conditions difficiles de la collecte des données, pas d'enseignants, pas d'autorisation. Quelquefois, il y avait des collèges, il n'y avait pas de données, parce que je n'ai pas pu poser toutes les questions que je voulais, parce que dans certains collèges, les enseignants, c'est véridique, on me cachait. Je passais par la porte de derrière, hein. Je passais derrière et presque on interviewait les élèves sur une table dans la cour près de la salle et c'était presque en cachette. Hein. C'est caricatural, mais c'est ça. Hein. Donc parfois, je ne peux pas interroger toujours ces questions de manière précise. Et puis pour la dernière question du vice-rectorat, l'encadrement des enseignants est bien sûr sera traité dans la thèse. Et effectivement, c'est une question compliquée parce que ça touche aussi la DGEE, la continuité premier degré, second degré, en ce qui concerne l'enseignement des langues, l'inspection. On n'a pas d'inspecteur comme dans les autres langues, disciplines, je veux dire. Alors on prend un CMI qui est un titulaire du CAPES. Voilà, donc on fait aussi avec les moyens du bord et que tu parlais de superstructure. Voilà, on est aussi peut-être victime ou on doit prendre les choses en main plus tard. Au départ, tu as parlé de discrimination, hein, tout à fait au départ, où tu as osé dire, et je crois que c'est pas très faux non plus, de ghettoisation. Et moi, je me dis, est-ce que quelque part, c'est pas plus une marginalisation ou une mise à l'écart volontaire ou involontaire, enfin, voilà, des mots qui choquent, mais qui disent bien la situation réelle. Hein. Je pense tu parles de représentation, hein, c'est bien ça. Hein. Voilà, c'est des mots qui font appel à des approches différentes, tandis que ghettoisation, on sait ce que c'est. Oui, ça peut paraître choquant, hein, ça peut paraître provoquant, mais c'est ça qu'on peut ressentir. Hein, quand on entend les élèves raconter, voilà. Et puis, chercher posture compréhensive, on est du milieu, voilà, on ne peut pas ne pas avoir autre. Donc, voilà.
c'est important. Une dernière Merci Lovaina pour ta présentation. Je voudrais revenir sur la question de l'orientation et de ton hypothèse de départ, sur le déclaratif des enfants, où tu as dû leur poser la question, j'imagine, qu'est-ce qui vous a fait choisir le LV2 tahitien, etc. Tu disais que ça va à l'encontre de ton hypothèse de départ, qui était que, et c'est très, très honnête de ta part de dire ça, ça va à l'encontre de ce que tu pensais toi quand tu as commencé ta thèse. Et après, tu as parlé donc des moments où il y a des choix de l'équipe pédagogique. Et j'ai eu l'impression, et je voudrais confirmation de ta part, ou infirmation, qu'en réalité, ton hypothèse de départ que tu avais toi en tant qu'enseignante de cet LV2 tahitien, ben on la retrouve chez les enseignants de tahitien que tu as interrogés, et non pas chez les élèves que tu as interrogés. Oui. Oui. C'est une question ou c'est une remarque? C'est une remarque et si tu me dis si j'ai mal compris. Tu as bien compris parce que... alors, ce qui me rassure en réalité, merci pour cette question parce que c'est vrai, ça interpelle autre chose. J'étais enseignante de 2004 à 2005, pendant 4 ans. Ensuite, j'ai eu un autre parcours, mais je veux dire, j'ai eu ce vécu-là il y a 14 ans. Aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2015, 2015, quand je les ai interrogés, eh bien, ils ont dit la même chose. Donc, ça ne relevait pas que de mon ressenti à moi. C'est sorti. Et donc, comme je suis contente de retrouver la diapo, on voit bien l'enseignant qui dit, si tu vas en tahitien, c'est une classe de faibles. Je ne vais pas mettre mon gamin dedans. Et même mes gamins ne vont pas choisir tahitien parce qu'ils savent que c'est une classe de faibles. C'est terrifiant. Voilà. Pourquoi on ne le met pas en espagnol? Ah non, il est faible, il ne va pas pouvoir suivre. Vous vous rendez compte, il est faible, il ne peut pas suivre l'espagnol, il n'a pas les capacités, il n'a pas les... Et voilà ce qu'on dit. Et donc évidemment, merci de cette remarque. Il y a bien chez certains enseignants que tu as interrogés cette idée, cette association au tahitien, la langue tahitienne, cette idée que c'est une langue des mauvais élèves. Des mauvais élèves. Le creuset de mauvais élèves. J'ai appelé ça le creuset de mauvais élèves. J'ai même dit le tahitien, si on pouvait, ça s'appellerait la classe pour nuls. Entre guillemets, vous voyez les ouvrages qu'on achète, la psychologie pour les nuls. Et bien là, ça serait classe de tahitien LV d'orientation, classe pour les nuls. Voilà, je caricature, je provoque exprès, mais ça peut être ça. Simplement, un tout petit mot pour dire que les structures génèrent leur marginalisation, puisque en France, et en particulier pour ma génération, étudier l'espagnol, c'était destiné aux faibles. Donc il a fallu que je m'impose pour pouvoir étudier l'espagnol en 4e, puisque normalement j'étais germaniste, donc je devais étudier l'anglais, et j'étais la seule dans un grand lycée à vouloir étudier l'espagnol, et le lycée a quand même accepté mon choix. Oui. Voilà. Oui. Il y a d'autres... Une dernière, on va avancer. Oui, en fait, c'est plutôt une suggestion. Tu vas certainement en parler aussi dans ta thèse. C'est en fait la compétition des langues. C'est surtout la concurrence, et notamment la concurrence dans les options. Donc ici, et peut-être parler aussi du mandarin, parce que il y a l'espagnol, mais il y a aussi l'autre voie, le mandarin. Oui. Et qui est fortement choisi par les parents également. Ça. Oui, il y a aussi cette dimension-là que je vais traiter. Voilà. Yes. Voilà. Merci beaucoup, Lovaina. Merci.